Du savoir à partager, des voix à écouter. Une chronique de Bernard Saillag de À la Cantorade, en partenariat avec l'Université du Temps Libre de Guichen. Une parenthèse curieuse et vivante pour explorer des sujets passionnants, racontés par celles et ceux qui aiment transmettre. Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, écoutez, c'est les conférences de l'UTL et nous avons le plaisir, après la conférence de Pierre-Yves Jeunin, de parler de la fabrique de nos opinions. Bonjour Pierre-Yves Jeunin. Bonjour. Très intéressant votre conférence. Merci. J'ai appris beaucoup de choses et c'est important toujours d'apprendre. Alors, je ferai simplement une toute petite introduction très courte, on va pas avoir beaucoup de temps là. Finalement, comment notre cerveau peut faire le tri entre les informations innombrables qui nous inondent sans arrêt. Et ces informations parfois sont vraies et parfois sont fausses, ce qu'on appelle des fake news ou des infox, n'est-ce pas? Et on va essayer de parler très rapidement comment ceci est traité et comment on peut peut-être faire la distinction un petit peu. Avant, on va vous présenter un tout petit peu, si vous permettez. Oui. Et je crois que vous pouvez le faire vous-même. Hein. Vous êtes un grand garçon, n'est-ce pas? et donc, vous êtes un spécialiste en psychologie et docteur en neuropsychologie, c'est ça. Psychologie. Ouais. Alors finalement, ça consiste en quoi la neuropsychologie, peut-être pour nos auditeurs, c'est important. Définition simple de la neuropsychologie, c'est la discipline qui étudie les liens entre le cerveau et nos comportements, au sens large. D'accord. Ouais. Et donc, vous, votre place, vous êtes au département de neurologie, c'est ça? Alors, je travaille dans le service de neurologie du CHU de Rennes, oui, dans un centre qui s'appelle le Centre Mémoire de Ressources et de Recherche. D'accord. Où je vois des patients qui ont des maladies dont l'expression est le plus souvent cognitive, c'est-à-dire c'est des gens qui souffrent de maladies qui touchent le cerveau, mais les symptômes de ces maladies sont souvent des problèmes d'attention, de concentration, de mémoire, de langage. Et en parallèle à cette activité qui est une activité clinique, j'ai aussi une activité scientifique comme chercheur associé à un laboratoire qui s'appelle MPEN à l'université de Beaulieu, qui est un laboratoire qui cherche à améliorer les méthodes de traitement des images médicales, notamment de l'imagerie par résonance magnétique, avec des perspectives d'application dans la détection, le suivi de maladies, et notamment de maladies à expression cognitive. Donc c'est une double casquette clinique et scientifique. D'accord, vous analysez des images en traitement du signal, c'est ça? Oui, c'est ça. Tout à fait. D'accord. Alors vous nous avez donné beaucoup d'exemples au cours de cette conférence que vous avez faite. J'avais déjà noté comment on peut faire diffuser des fausses informations. Et notamment, vous pouvez nous reprendre un peu cela, cette fausse information qui était parue sur les murs de la faculté Bichat. Hein. Oui. Et vous pouvez nous rappeler ça par rapport au 7 octobre. C'est ça. Tout le monde est très concerné en ce moment par des tas d'événements qui se passent, malheureusement. Tout à fait. Et ce 7 octobre, c'était déjà il y a quelques temps, mais malgré tout, vous pouvez nous rappeler ça? Bien sûr, je pense que c'est un exemple qui était parlant, c'est pour ça que je l'ai choisi. Oui. J'expliquais combien c'était important, à mon avis, quand on parle de fausses nouvelles, de faire référence à Marc Bloch, qui est un historien, et qui nous a appris, à partir notamment de ces analyses d'observations faites dans les tranchées pendant la Première Guerre mondiale, que les fausses nouvelles n'arrivent pas comme ça de nulle part, et que souvent, si les fausses nouvelles peuvent susciter l'adhésion collectivement, c'est parce que les esprits, comme il l'expliquait, ils sont préparés, ou les imaginations, ils sont préparés. Et l'exemple de la fausse information auquel vous faisiez référence, c'était effectivement une information diffusée sur l'ex-réseau Twitter, un mois après les attaques du 7 octobre, un mois. Donc, période dans laquelle collectivement les esprits sont quand même
préparée à des informations qui sont en lien avec le conflit israélo-palestinien. Et cette information rapportait le fait que des personnes aient tagué « Décolonisons la médecine » en y ajoutant des croix gammées et des étoiles jaunes à proximité de la fac Bichat, la faculté de médecine à Paris. Et en fait, un autre internaute a aussitôt posté la même photo que celle qui faisait l'objet de cette première information, en démontrant qu'elle avait déjà été publiée sur les réseaux un mois avant les attaques du Hamas sur Israël, et donc de fait ça rendait cette première information au moins en partie fausse. Et malheureusement, dans un contexte où les esprits peuvent être préparés à ce type d'information, la première information qui était fausse a été partagée, vue énormément de fois, et évidemment oriente l'opinion sur ce qui se passe en ce moment ou à l'époque dans notre pays d'une certaine manière. Et les informations qui, elles, corrigent cette première information en soulignant qu'elle ne peut pas être exacte, compte tenu de l'antidatage de la photo représentant ce tag, eh bien cette correction, elle, a été vue infiniment moins de fois. C'est ce qui illustre aussi la loi d'asymétrie ou le principe dans Brandolini, qui est bien connu sur ce sujet. Vous disiez que les fausses informations circulent 6 fois plus que les informations entre guillemets vraies. Ouais, alors les travaux qui ont essayé de mesurer ça, notamment les travaux du MIT, arrivent à ce genre d'estimation. Ce qui est intéressant, c'est d'essayer de se demander pourquoi, si ces estimations ont un sens, pourquoi est-ce que des informations erronées peuvent diffuser plus vite que d'autres. Et j'ai essayé d'apporter des éléments de réponse implicitement dans cette conférence, en disant que notamment ces fausses informations parfois jouent sur certains de nos modes de fonctionnement, par exemple en utilisant de façon inutile des éléments anxiogènes ou surprenants, ou en présentant les éléments dans un certain ordre, de manière à ce qu'on ait l'illusion de familiarité avec l'information, par exemple, ou de manière à ce que notre attention soit happée par ces informations anxiogènes, parce qu'on fonctionne comme ça naturellement. Et c'est peut-être ce qui fait que ces informations sont, parce qu'elles font l'objet de plus d'attention, parce qu'elles sont construites dans ce sens-là, lorsque les fausses informations sont faites délibérément, c'est peut-être parce qu'elles suscitent ces mécanismes-là auxquels on est tous contraints, parce qu'on fonctionne comme ça, qu'elles sont relayées davantage et donc qu'elles diffusent peut-être plus vite. C'est un grand danger, cela, pour la démocratie à court terme et peut-être à moyen et à long terme, non ? Alors oui, j'ai effectivement évoqué ça. Alors donc ça, c'est pas mon domaine de compétence, mais les gens qui étudient ça disent qu'effectivement, notamment les sociologues, disent qu'effectivement le risque principal de ces fausses nouvelles, de cet environnement là où on sait plus trop à quel sein se vouer, c'est la polarisation de l'opinion, et la polarisation de l'opinion entraîne un risque de paralysie en fait de nos démocraties, et ça, on en a eu des exemples assez récemment. Encore, et c'est ce risque de polarisation des opinions qui nuit au débat et empêche toute avancée. Donc ça, c'est un danger en soi, bien sûr. J'ai en tête là l'exemple que vous nous avez donné pour le professeur Chabrière, qui est un collègue du professeur Raoul, n'est-ce pas, qui finalement a donné des courbes qui ne correspondait pas à la réalité, parce qu'on mélangeait un peu tout là. C'est ça. Alors là, c'était un exemple probablement d'infox au sens du Larousse, encore une fois, c'est-à-dire de fausses informations, mais qui est produite de façon délibérée. Dans l'exemple que je donnais, les informations données étaient des informations correctes, simplement, elles étaient citées de façon tronquée, puisque c'était des informations qui venaient de données du ministère de la Santé, statistiques sur la vaccination et les taux de positivité à l'époque au virus de la Covid. Et l'information transmise par ce médecin omettait un bandeau de vigilance qui pourtant apparaît sur le site du ministère, incitant à ne pas interpréter cette courbe parce qu'elle n'était pas interprétable. Comme quoi, on peut dire beaucoup de choses fausses. Et vous avez fait un jeu avec le public qui était sympathique, Michel, qui était avec nous, un jeu où finalement les gens se demandaient ça c'est vrai ou ça c'est faux, etc. Et ça nous remet en question sur nous-mêmes aussi peut-être. Oui, en tout cas le but c'était ce que j'ai dit au tout début de la conférence. Alors commencer par expérimenter les choses en faisant ce genre de petits jeux, c'est toujours amusant, et puis peut-être ça peut susciter la curiosité, l'attention aussi, c'est dans ce sens-là que je le fais, mais l'idée c'était aussi surtout de servir le message principal de la conférence, qui était de dire que on
on s'est déjà fait berner par des fausses informations, tous, que ça n'a rien à voir avec notre intelligence individuelle et que ça nous arrivera à nouveau. On n'a pas de détecteur dans notre fonctionnement psychique ou cérébral, de détecteur à un Fox ou à fake news. Oui. Michel, peut-être quelque chose à dire? Non, je disais le jeu des couleurs, etc. Moi, j'étais enseignant dans une autre vie et on a travaillé là-dessus des fois avec des groupes d'élèves et effectivement, on pouvait retomber dans les mêmes pièges, quoi. Bien sûr. Dans le cas des neurosciences. Oui, alors ça, en fait, cet exemple-là avec les couleurs, puisque les neurosciences sont très à la mode, mais je vous ai beaucoup plus parlé finalement de psychologie que de cerveau. J'ai évoqué quelques éléments de neurosciences comportementales, mais j'ai plus parlé de psychologie. Et en l'occurrence, ce à quoi vous faites référence, ça concerne ce qu'on appelle nos heuristiques mentales. Là, c'était l'heuristique de la lecture. Donc le fait qu'on utilise un peu par défaut des modes automatiques de raisonner, d'interpréter, de comprendre, et la plupart du temps, ça fait le job, comme on dirait en mauvais français. Mais parfois, c'est pas le cas, et c'est là qu'on peut évidemment se faire berner. J'ai bien aimé aussi votre passage sur le biais d'illusion de connaissance. Vous l'avez dit vous-même, le fait de le jus de citron là qui rend invisible l'écriture, et cet individu qui était un individu moyen, enfin bon, comme une intelligence normale, quoi. C'est ça. Qui s'était badigeonné carrément de jus de citron. Hein, oui, voilà, c'est ça. C'était le fait divers de ces hold-up complètement improbables avec quelqu'un qui, en se badigeonnant le jus de citron, parce que le visage, de jus de citron, venant de découvrir ce principe de l'encre invisible, se prend à être convaincu que ce jus de citron rend son visage vraiment invisible et va donc commettre 2 hold-up. Mais là encore, la manière, ce qui est intéressant dans ce fait divers, qui a donc attiré l'attention de Dunning et Kruger, les psychologues qui ont révélé des collègues à vous américains. Voilà, après une certaine série d'expérimentations, ce qui est connu sous le nom de effet Dunning-Kruger aujourd'hui. Ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est si on s'intéresse aux faits divers et à la personne qui a fait cette erreur épouvantable pour lui, c'est qu'encore une fois, comme le disait Marc Bloch, le fait que cet individu adhère à cette idée un peu folle, a priori, qui prête même à sourire, que du jus de citron appliqué sur le visage puisse le rendre invisible, ne l'a pas fait dans n'importe quel contexte ni n'importe quelle circonstance. Il était en quelque sorte mentalement tout à fait mûr pour que ces processus propres, mentaux, psychologiques et par ailleurs tout à fait normaux, le berne et l'incite à croire en quelque chose qui nous semble complètement absurde. Alors on va conclure rapidement là maintenant. Simplement finalement pour dire qu'il faut vraiment se méfier des informations. Elles sont vraies ou elles sont fausses, mais il faut aussi se méfier de nous-mêmes. À savoir de notre mémoire, vous allez compléter ce que je dis, de notre propre mémoire et de nos processus cognitifs également. En bref, rester dans le doute vis-à-vis de l'extérieur, mais aussi vis-à-vis de nous-mêmes. Qu'en pensez-vous ? Ouais, tout à fait. Donc c'est le message de méthodologie de défense contre les infox que j'essayais de faire passer. Je dirais peut-être pas de la méfiance, parce que c'est un certain nombre de choses, de processus qui sont physiologiques. C'est comme ça qu'on fonctionne. On peut rien y faire. On peut pas lutter contre. En revanche, oui, je pense que ce travail d'introspection et de réflexion, il est indispensable, tout simplement. C'est peut-être la meilleure arme, le meilleur bouclier. Encore une fois, ne pas se dire les fausses informations, c'est le problème des réseaux sociaux ou c'est le problème de gens malhonnêtes, parce que comme on l'a vu, le problème des fausses informations, c'est pas uniquement des informations fausses, ça peut être aussi des informations vraies auxquelles on n'adhère plus. Et donc, pour se protéger de ça, je pense qu'effectivement, c'est pas se méfier de soi-même, mais être conscient de ces mécanismes et de leurs limites. Toujours. Par exemple, on peut pas faire attention à tout. Par exemple, notre mémoire est pas infaillible. Par exemple, on n'est pas expert sur tous les sujets. Et donc, lorsqu'on est en désaccord, lorsqu'on a un point de vue qui est pas partagé avec d'autres, se demander pourquoi je suis attaché à ce point de vue-là. Qu'est-ce qui fait que je suis attaché à penser comme ça plutôt qu'autrement. Ça peut être un réflexe peut-être un peu sain, je pense. Ok. Merci beaucoup, Merci. Pierre-Yves Jeunin, psychologue, spécialiste en neuropsychiatrie, c'est ça ? Psychologie, oui. Psychologie. On va pas dire psychiatrie, psychologie plutôt. Neuropsychologie, oui. Bon, si on peut dire ça. Ouais. Merci en tous les cas. Merci beaucoup. À vous. Et au revoir à toutes et à tous, et on vous souhaite un très 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 bon week-end. Au revoir Michel. Au revoir. Au revoir, merci. Au revoir, à bientôt. Au revoir.